Ma banlieue, ma banlieue, ma banlieue, ma banlieue a des charmes que rien ne remplace. Pas bien loin, il y a des coins où chaque dimanche on se délace. Ma banlieue, ma banlieue, ma banlieue, ma banlieue. Il est évident que la solution à la délinquance de banlieue que comment dirais-je, Zemmour assimile abusivement à la question de l'islam, ce n'est pas phosphore blanc et plomb durci, hein, c'est évident. Je rappelle d'ailleurs qu'Israël est un pays qui est en guerre depuis 1948. En Palestine, en dépit des efforts des médiateurs successifs, les combats ont repris entre troupes arabes et juives. Malgré l'intervention de l'aviation égyptienne, les forces israéliennes ont réussi à occuper les principaux points d'appui du désert de Negev dans le sud de la Palestine, et notamment celui de Beersheba, sur la route d'Égypte et de Jérusalem. Le 5 juin 1967, malgré l'avertissement de De Gaulle, Israël décide de frapper le premier. Son aviation, équipée de 72 Mirage achetés à la France, lance une offensive éclair. אתם מאזינים לגלי צה"ל, שידורי צבא ההגנה לישראל. דובר צה"ל מודיע כי היום, סמוך לשעה 2 בצהריים, פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן, וכוחותינו פועלים נגד התוקפים. C'est l'escalade, les combats à l'arme automatique se sont étendus en Cisjordanie et à Gaza. À Naplouse, ici autour de la tombe de Joseph, une enclave israélienne en territoire autonome, militante du Fatah et aussi policiers palestiniens tentent de prendre d'assaut la position. L'armée israélienne qui continue ses combats contre les bases du Hezbollah dans le sud du Liban, elle doit faire face à une résistance soutenue des miliciens chiites. Israël qui commence à payer un lourd tribut. Ce soir, les autorités confirment la mort de 8 soldats. C'est le pays sans doute le plus insécure de toute la sphère culturelle européenne, puisque je rappelle qu'Israël est un pays au milieu du monde arabe, mais qui participe quand même à la Coupe d'Europe de football et à l'Eurovision, hein. Donc c'est bien un pays de colons européens au milieu du monde arabe et qui est le responsable de l'islam radical en réalité, de la radicalisation musulmane par comment dirais-je, une provocation et une violence systématique depuis 1948. Donc la solution pour sauver la France, éviter la guerre civile, n'est sûrement pas la solution à l'israélienne, mais en revanche, par rapport effectivement aux racailles de banlieue et à ce mépris du français qui se justifie par Montel, par exemple. Moi, évidemment, je soutiens la candidature de Paris pour les Gay Games de 2018. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une compétition ouverte à tout le monde, sans aucune discrimination, ni d'orientation sexuelle, ni d'handicap. C'est-à-dire du bolo, de la fiotte contemporaine par des types qui ont encore une virilité. La solution serait plutôt, si on veut effectivement régler le problème de la délinquance de banlieue, une solution à la Corse. Quelques centaines d'hommes forcent un barrage de police en début d'après-midi. Le quartier populaire de Lupino, sur les hauteurs de Bastia, a été l'objet d'un face-à-face tendu. Ces personnes, principalement des hommes, y sont venues demander des explications au pied d'une barre d'immeubles où vivent des familles corses d'origine maghrébine. C'est quoi, une démonstration de force pacifique, pour l'instant. La violence corse suffirait, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Gaza, hein. C'est-à-dire que le français affirme ses valeurs, c'est-à-dire ses positions chrétiennes, il a qu'à aller un peu remplir les églises, plutôt que de se plaindre qu'il y ait des mosquées, et puis sa virilité d'homme. Hein. Pas de violence. Non, pas de violence aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis bien, hein. Après, il ne tient qu'à eux de savoir ce qu'ils veulent faire. Nous, on sait ce qu'on va faire. Voilà, si les Français du continent se comportaient comme les Corses, sans doute qu'il y aurait moins de provocations en banlieue. Parce que la Corse, on en parle, mais les Corses, on n'en parle pas. Ça, on en parle beaucoup trop. Non, on ne parle pas des Corses normaux. C'est tous des Corses normaux. Vous êtes sûr ? Oui. Ceux qui font boum. Ceux qui font boum. C'est une façon de s'exprimer. Mais l'autre solution, si on veut être encore plus sérieux, c'est Poutine. Poutine gère de façon virile et intelligente un empire qui est un empire multiethnique et multiconfessionnel, qui s'appelle la Russie. Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной. Она так и создавалась. Во взаимообогащении культур, традиций, религий заключались и заключаются до сих пор и своеобразие, и сила нашей общей родины России. Dans la Russie, il y a des minorités musulmanes qui sont des Russes musulmans que Poutine traite intelligemment. Quand il y a eu l'insurrection tchétchène, qui a été d'ailleurs instrumentalisée par les Américains, il l'a
comment dirais-je, il l'a réduite virilement. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Il a donné après le pouvoir local à Kadyrov en disant voilà, nous te respectons comme musulman si tu admets que tu fais partie de la Grande Russie. La guerre touche à sa fin quand Ahmad Kadyrov est assassiné à Grozny dans un attentat en 2004. Sur la tombe du président assassiné, Vladimir Poutine désigne Ramzan Kadyrov comme le nouvel homme fort de Tchétchénie. Vladimir Poutine a accordé toute sa confiance à notre peuple, à l'équipe Kadyrov et à moi-même. Alors qu'il soit à l'avenir président ou pas, je ferai tout ce qu'il me demande. Parole de Ramzan Kadyrov. Donc le modèle politique, c'est pas Zemmour, qui est quand même un petit avorton teigneux, qui veut se venger, là il y a aussi les concepts de haine de soi, qui veut essayer d'oublier par son hystérie judéo-française qu'il est en fait un berbère, qu'il est un bougnoul. J'ai aucune haine pour les musulmans, mes ancêtres ont vécu avec eux pendant des siècles. La guerre d'Algérie a eu lieu entre-temps. Mais bien sûr, la guerre d'Algérie a eu lieu entre-temps, et on n'était pas dans le même camp. Moi, mes ancêtres ont choisi la France. Vous m'excuserez, et je les bénis. Encore une fois, et je bénis la France de nous avoir colonisés, vous voyez. Et un avorton, parce qu'en plus c'est un trouillard, c'est pas lui qui ira pacifier les banlieues. Il veut envoyer les Français de base, et les prolos français se battent contre le sous-prolétariat immigré. Hein, c'est raison de plus pour pas y aller. Donc la bonne solution, c'est la solution Poutine, c'est-à-dire réaffirmer une France avec une identité française, pas une identité confiée à Hanouna et à Arthur, hein, ou à Finkielkraut, hein, une identité française forte, une religion dominante qu'est le catholicisme, et après on respecte les travailleurs qui se trouvent être, et les citoyens qui se trouvent être des citoyens musulmans de par notre histoire complexe, qui s'appelle la colonisation et la décolonisation, en leur offrant des lieux de culte décents, hein, ce qui est la moindre des choses, mais en même temps en faisant en sorte qu'ils n'aient pas envie de mépriser la France à cause des commentaires de Montel sur le sport. C'est la grande fête de l'entraide, de la solidarité. Toutes ces valeurs qui me sont très très chères. À cause des animateurs de sous-culture comme Hanouna et Arthur, ou à cause des pseudo-intellectuels français comme Finkielkraut, talmudiste polonais, aujourd'hui, académicien. Leur invocation constante des heures les plus sombres de notre histoire ne protège pas les Karfunkelstein d'aujourd'hui contre la haine. Ou justement Éric Zemmour, qui passe aujourd'hui pour un penseur. Hein, voilà. Alors que c'est un fauteur de guerre musulman, dans la pure tradition. Hein. Ce n'est pas la première fois que je me trouve dans une situation de guerre. Et je crois que c'est la première fois que je me trouve ainsi dans une ville assiégée et dans ces conditions de barbarie. Autre temps, autre guerre, presque 20 ans après la Bosnie, la Libye. Du président Sarkozy, BHL obtient cette fois ce qu'il veut, une action militaire. C'est lui qui appelle Nicolas Sarkozy pour le convaincre de recevoir à l'Élysée le Conseil national de transition. Lors de la première convention nationale du CRIF, vous avez fait une déclaration qui a été très reprise en disant, à propos de votre engagement dans cette guerre, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été juif, et vous avez ajouté, j'ai porté en étendard ma fidélité à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. D'abord, cette phrase a été tirée de son contexte, je ne l'ai pas tout à fait dit comme ça. Mais évidemment que c'est possible, ça fait 1 an et demi que c'est possible. ONU ou pas ONU, cette histoire de veto russe et chinois, c'est une indécence. Vous n'êtes pas seulement des Européens, vous êtes les meilleurs des Européens. Accent gaulien, le tribun agite les symboles devant cette foule anti-Poutine. Nous pouvons dire à Poutine, bas les pattes en Crimée. Contrairement à Zemmour, qui appelle à la guerre civile et à la purification ethnique et à l'assassinat... Hein, Vous dites comme à Gaza, non. L'armée française a consulté les Israéliens à cause de Gaza, parce qu'ils avaient une expérience. Voilà, exactement. Comment faire? Bombarder, nettoyer, tuer? Je suis pas le chef d'état-major de l'armée française. Et il a un policier qui le sécurise en permanence, comme d'ailleurs tous les musulmans élites en France qui ont entièrement asservi l'appareil d'État pour en faire leurs esclaves. Aujourd'hui, nous avons des policiers qui surveillent des bar mitzvahs, des sociétés privées israéliennes et qu'on envoie faire le planton devant des synagogues. Ahmed a 23 ans, il est policier. Au quotidien, il doit effectuer des missions de sécurité publique.
Mais sur 4 jours travaillés, il estime que la moitié de son temps est consacré à des tâches indues qui n'ont rien à voir avec sa fonction. C'est la garde d'édifices religieux, de plus en plus, garde de domicile de personnalités un peu sensibles, on va dire, où il y a un risque quand même assez élevé. Moi, on m'a dit que j'étais sur la liste de Daesh, c'est-à-dire que je suis sur la liste du Mossad, c'est ça que ça veut dire. Hein. Mais on ne m'a pas proposé de me sécuriser, contrairement à Zemmour. On m'a dit que je pouvais appeler un numéro pour un soutien psychologique. C'est-à-dire que le jour où je vais me faire agresser par un islamo-racaille bien manipulé par les sionistes pour me faire taire, parce que les sionistes sont suffisamment intelligents aujourd'hui pour ne pas me faire directement taire par eux-mêmes. Donc le jour où je me ferai poignarder par ce que j'appelle un islamo-racaille qui criera Allah Akbar, un nouveau Koulibaly ou un nouveau Mohamed Merah, j'ai droit, moi, de sortir de ma poche une lettre de 2 pages où il y a un numéro de portable où je peux appeler pour un soutien psychologique. Le service de la protection a mis en place un numéro dédié. À tout moment, un policier spécialisé sera en mesure de procéder immédiatement à une première analyse de votre situation et répondre à toutes vos interrogations, en particulier si des éléments dont vous seul auriez connaissance pourraient, rétrospectivement, avoir attiré votre attention. Ce premier contact vous permettra, si vous le souhaitez, de convenir d'un rendez-vous avec un responsable du SDLP pour une analyse plus fine de votre situation. Voilà. Voilà le traitement que subit un patriote français, c'est-à-dire qu'il est directement menacé par le ministère de l'Intérieur au service d'Israël, qui le menace de mort parce qu'il ose dire ce que je dis, et par contre on porte au pinacle un Zemmour, hein, qui est un fauteur de guerre, musulman, qui lui a toutes les protections et est considéré aujourd'hui comme un grand patriote français. Voilà. Hein. Il n'y a pas de majorité politique pour défendre et pour incarner la majorité sociologique et idéologique qui se devient évidente et dont je suis une des expressions. Déjà, dans cette affaire, c'est intéressant parce qu'effectivement, Kuckerman a confirmé qu'il s'occupait de la sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les élites qui dominent la France et qui créent le chaos en France, hein, par cette espèce de guerre civile qui se met déjà en place sur le plan idéologique entre musulmans inassimilables et bons Français sionistes, puisque c'est ça en gros, ces gens-là ont tous des protections policières de l'État français. C'est-à-dire ils sèment le chaos et ils sont protégés par la police, pendant que la police ne peut rien faire d'autre. Hein. On en a marre des conditions de travail, on en a marre de retrouver tout le temps les mêmes personnes qui sont jugées et qui ressortent comme s'ils n'avaient jamais rien fait. Et voilà, on en a marre que les collègues soient blessés et qu'on ne soit jamais entendu. Voilà. Il y a des lois qui permettent énormément de choses, qui permettent d'écarter certains individus, et ces lois ne sont pas appliquées. Pour cause, on nous dira qu'il n'y a pas assez de place en prison, qu'il y a peut-être trop de solutions imparfaites. C'est faux. La loi française permet certaines choses, il suffit juste de l'appliquer. Quand un juge dit qu'un jeune doit aller en prison parce qu'il a commis un délit, il doit aller en prison et non le laisser à l'extérieur. Tout ce que nous voulons, c'est que les lois soient appliquées pour tout le monde, pour chaque délinquant, pour chaque personne, chaque citoyen qui aurait commis une faute. Il doit aller en prison, il y va. Il doit faire 3 ans, il fait 3 ans. Point. Et il se trouve que ces policiers d'élite qui appartiennent à un corps qui s'appelle le corps de protection des hautes personnalités politiques, parmi eux, il y a plein de soraliens. Alors je l'ai dit à M. Kuckerman, qui avait demandé à ce que Poutine ne m'invite pas en Russie, il m'a invité, que effectivement, beaucoup de corps constitués français, c'est-à-dire des flics de base, des pompiers de base, des gendarmes de base, des douaniers de base, des matons de base, plus effectivement les patrons de bistrot, les serveurs, les chauffeurs de taxi, ils sont tous soraliens. Ils ont tous compris effectivement que le problème n'était pas Soral et l'antisémitisme, mais que le problème c'était la domination musulmane et ce que représente M. Kuckerman. C'est-à-dire le CRIF, l'Association des étudiants juifs de France, Bernard-Henri Lévy, l'association SOS Racisme, la LICRA, etc. Que c'était ces gens-là qui travaillaient à la guerre civile, qui méprisaient la France et qui l'entraînaient vers le chaos. Voilà. Donc effectivement, M. Kuckerman s'est débarrassé d'un policier qui assurait sa sécurité, parce que sans doute le Mossad, qui fait des enquêtes illégales sur tous les fonctionnaires français, avait détecté qu'il se rendait régulièrement sur le site Égalité et Réconciliation pour se cultiver. Mais je dis à M. Kuckerman, celui qui l'a remplacé
doit être à peu près comme le précédent, parce qu'aujourd'hui, tous ces Français patriotes sont sur ma ligne. Voilà. Donc j'ai dit avec M. Kuckerman, allez jusqu'au bout, faites-vous directement sécuriser par le Mossad en France, et osez vous montrer pour ce que vous êtes. Voilà. Ne vous servez pas pour votre sécurité de fonctionnaires français que vous manipulez, que vous maîtrisez, et que vous méprisez, et que là vous avez fait virer, hein, en plus, parce qu'il l'a fait virer. Hein, voilà. Oui, je crois que c'est Aziza d'ailleurs, l'éternel Aziza qui l'a balancé. C'est marrant d'ailleurs, ces juifs qui pratiquent la délation systématique et qui ont quand même une mémoire assez courte pour le peuple de la mémoire, sachant quand même qu'inciter à la délation, à la lettre anonyme et à la persécution par délation, ça devrait leur rappeler les heures les plus sombres normalement, ils devraient s'abstenir. J'ai été menacée sur un site juif notamment. Des menaces très graves. On me promet un égorgement sans étourdissement, on me promet une balle, on me promet de servir de cobaye, des insultes sur mes origines, des insultes raciales. Mais bon, ces gens-là ne retiennent pas les leçons de l'histoire, c'est assez bizarre. C'est une vraie question que je trouve étrange. Alors oui, j'ai vu que cette prof, effectivement, postait des trucs un peu borderline sur Facebook. Elle a été, je crois, ça y est, virée, c'est-à-dire que ça fait une antisémite de plus. Mais après, il faut essayer de comprendre d'où vient son exaspération. Il faut savoir qu'elle est professeure à Janson-de-Sailly. Janson-de-Sailly, qui est, je crois, rue de la Pompe, est l'école de la grande bourgeoisie catholique française et parisienne. C'est le 16e arrondissement. Jusqu'encore au milieu des années 80, nous avions toute la grande bourgeoisie catholique française là-bas. Nous avons assisté à Janson-de-Sailly, et dans ce 16e arrondissement, comme à Deauville ou même à Saint-Tropez, à la prise de Janson-de-Sailly par les musulmans, hein, et notamment par les Chalala, les séfarades. Là, comme il est beau, il n'a pas changé. Et je pense que pour une Française qui avait l'habitude d'enseigner à l'élite de la bourgeoisie française catholique, cette chalalisation, effectivement, de Janson-de-Sailly a dû être assez insupportable. J'ai vu moi-même comment Deauville, qui était une cité balnéaire merveilleuse, a été entièrement dévastée sur le plan culturel et sur le plan de l'ambiance par le Sentier dans les années 80. J'ai vu la même chose se passer après à Saint-Tropez. Je peux comprendre effectivement ce que ressent cette prof par l'islamisation totale de Janson-de-Sailly. Je fais remarquer, puisque je l'ai vérifié physiquement et je reçois des témoignages, que quand vous vous baladez maintenant dans ces quartiers, je sais pas, avenue Henri Martin, ou je sais pas, rue de la Pompe, vous montez dans les beaux immeubles bourgeois haussmanniens et vous avez pratiquement des mezuzahs devant toutes les portes. Hein. Et j'ai eu des témoignages, les dernières familles catholiques qui restent là-bas prient pour être invitées à la bar mitzvah du petit Cohen, du petit voisin, pour ne pas être totalement marginalisés et ne pas subir jusqu'au bout une véritable purification ethnique. Et c'est ce soir, vous êtes là pour moi ce soir, pour ma bar mitzvah ce soir, j'ai 13 ans déjà ce soir. Donc je peux condamner évidemment cette professeure d'avoir un peu déliré sur Facebook, mais je peux comprendre qu'elle soit, comment dirais-je, exaspérée par cette chalalaisation effectivement d'un lieu qui était avant le lieu de la grande bourgeoisie catholique française. Et d'ailleurs, je fais remarquer que si aujourd'hui Zemmour sort du bois et propose effectivement la purification ethnique des musulmans en France, c'est parce qu'il sait que les Français sont exaspérés par l'effondrement de la France. Mais je rappelle que les Français sont exaspérés par les racailles du bas et les racailles du haut. Et qu'il n'y aurait pas de racailles du bas sans les racailles du haut. Et les racailles du haut, on sait qui c'est. On sait ce sont ceux qui ont permis les racailles du bas. Hein. Et je n'ai pas besoin de les renommer encore, mais ce sont tous les sponsors et les coreligionnaires du petit Zemmour. Hein. Voilà. Bernard-Henri Lévy, il y a eu quelques problèmes, notamment avec quelques personnalités juives qui étaient au sein du mouvement. Il y a eu quelques problèmes du point de vue de qui ? Alors Michel Onfray, c'est autre chose. Michel Onfray, il était avant un auteur de chez Grasset, donc Bernard-Henri Lévy, et son directeur de collection et son pote était Enthoven, qui est l'éminence grise de Bernard-Henri Lévy. Votre ami de longue date s'appelle Bernard-Henri Lévy, vous l'avez rencontré au milieu des années 70. Avec lui, vous avez écrit le scénario de son film mal aimé Le jour et la nuit en 1997. Tout ça, c'est la communauté de lumière. Hein. Et il se trouve qu'à un moment donné, comme il est d'origine populaire,
et provinciale. Ses racines sont ancrées dans cette autre Normandie, côté terre. La mer, à 1 heure de route, est presque un autre monde pour cette modeste famille d'origine rurale. L'intérieur des terres, on est un peu refermé sur nous. C'est un peu en vase clos. Comme il est d'origine populaire et provinciale, il a écrit peut-être un peu naïvement, comme Dieudonné a cru à un moment donné qu'il pouvait critiquer Israël au nom des droits de l'homme. Il a critiqué cette escroquerie musulmane qui touche un peu à sa fin maintenant, qui s'appelle la psychanalyse freudienne. Vous allez voir des armées se lever contre vous, là, Michel Onfray. Oui, parce que Quand lui va sortir dans 15 jours, ça va... Oui, je tape au portefeuille aussi. Attention. Je tape ah au oui, portefeuille. c'est-à-dire Quand vous expliquez que Freud prend 450 € pour une... Enfin, j'ai fait des conversions pour... Ah 450, oui, ça, il aimait l'argent. Hein, oui. 450 € la séance, qu'il vous dit une séance par jour, sauf le week-end et toute l'année, que ça doit durer 4, 5, 6 ans. Et il s'est pris dans la gueule le gang de la psychanalyse, le gang Roudinesco. L'idée, le psychanalyste s'en met plein les fouilles, je trouve ça blessant pour l'immense majorité des psychanalystes. Est-ce que je dis ça? Et donc, je dis simplement vous prétendez avoir lu ce livre, je ne dis pas ça. Oui, vous dites absolument ça. Il y a une grande tradition en France, l'extrême droite a toujours condamné la psychanalyse comme une science juive, bon, etc. C'est toute une histoire. Pourquoi réhabiliter de telles thèses? Et d'ailleurs, il a déclaré qu'il n'était qu'un goy. Et donc, il s'est pris dans la gueule l'antigoïsme violent de la communauté musulmane. Comme tous ceux à un moment donné qui font des critiques pertinentes sur leur domination et leurs mensonges. Et il s'est sans doute radicalisé. Et comme il est d'origine populaire, il s'est retrouvé en résonance avec, comment dirais-je, une ambiance qui est en fait le néopopulisme que j'incarne moi parfaitement. Et je pense que pour des raisons de sensibilité profonde, de désir de vengeance et aussi d'arrivisme, on va dire, et de stratégie marketing, il est en train de se positionner de plus en plus sur ma ligne. Le burkini, selon vous, s'apparente à un trouble à l'ordre public? Non, pas du tout. Le trouble à l'ordre public, c'est la politique que la France mène depuis 1983 en termes de politique intérieure, le libéralisme, et en 91, la politique indexée sur l'OTAN. C'est ça le vrai trouble. C'est-à-dire qu'on laisse les femmes qui ont envie de se baigner tout habillées le faire. On en a assez de cette fausse gauche défendue par Pierre Berger qui nous fait l'éloge de l'allocation d'utérus pour les femmes pauvres afin que les couples riches puissent s'offrir des enfants. Ça, c'est pas la gauche, ou l'idée que la théorie du genre devrait faire la loi. Je rappelle que des gens comme Mélenchon et Montebourg, qui sont quand même aujourd'hui souverainisme, protectionnisme, etc., sont des gens qui ont voté oui à Maastricht quand même. Si on n'a pas le sens de l'histoire au moment de Maastricht, comment est-ce qu'on peut l'avoir pour des choses un peu moins compliquées que ça? Il fallait savoir que Maastricht produirait ce que ça produit aujourd'hui. On a l'impression qu'il regarde mes vidéos et il les parodie, à part qu'il ne va jamais évidemment jusqu'au bout. Pétain, c'est quoi? C'est quelqu'un qui demande que les Juifs aillent dans des trains pour aller dans les chambres à gaz. Si on pense que Marine Le Pen c'est ça veut dire que les chambres à gaz, c'est pas très grave. Moi, j'estime que c'est majeur, les chambres à gaz. Je remarque qu'effectivement, le soralisme est à la mode, puisque Onfray est en train d'y venir. Et d'ailleurs, soit on y vient, soit on disparaît. Todd n'a pas voulu y aller, il a disparu pratiquement. Hein. Mais je fais juste remarquer que, contrairement à moi, qui a un parcours cohérent de longue durée, parce que j'étais déjà dans le non à Maastricht à l'époque au Parti communiste, lui vient du nietzschéisme de gauche et de la pensée libertaire. La famille, redéfinissons-la autrement. Moi, je suis hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel du tout, simplement je pense que les homosexuels montrent comment on peut refaire une famille. Comment un couple d'homosexuels peut repenser différemment la famille. Pas besoin d'un homme et d'une femme. Ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes. Mais pas besoin d'être 2, ça peut être 3. Ça peut être 2 femmes qui sont lesbiennes et qui en même temps ont un compagnon qui aura donné la semence, qui permettra à un enfant et qui va générer une cellule nouvelle. Vous avez voté pour Besancenot à la présidentielle? Oui. C'est difficile d'expliquer son espèce de revirement brutal. C'est soit de l'opportunisme, soit quelque chose de l'ordre de la révélation pour un philosophe, puisqu'il manque des médiations conceptuelles pour y arriver. Mais ceci dit, je lui souhaite la bienvenue, à part que je lui demande simplement qu'il ait l'élégance et l'honnêteté d'arrêter de me cracher à la gueule. Soral dit « je suis national-socialiste ». Donc il faut arrêter de dire ce qu'on raconte sur ce personnage-là, il est national-socialiste. Donc je dis, on ferait bienvenue dans le néopopulisme, bienvenue camarade Goy, qui veut aussi faire des vidéos comme moi après son université libre de Caen. Nous avons de nouveaux médias et que nous pouvons être vraiment libres de dire ce que nous souhaitons pouvoir dire. Les médias aujourd'hui coûtent beaucoup d'argent. Ils sont détenus par des gens qui disposent d'une idéologie, c'est l'idéologie de l'Europe libérale, l'euro, l'Europe, l'argent qui fait la loi, enfin on connaît leur logique. Et effectivement, si on est dans cette logique, on est invité et on a le temps de développer le message idéologique. Si on n'est pas dans cette idéologie-là, on est invité, mais pour se faire frapper. Mais arrête de me cracher à la gueule, de cracher à la gueule de Dieudonné et de dire que tu te sens chez toi en Israël. J'ai l'impression d'être chez moi en Israël, merci. Notamment pour de temps en temps faire baisser un peu la pression, puisque tu as parfaitement identifié qui étaient nos maîtres
et jusqu'où on pouvait aller sans trop se faire botter le cul. Ce type est un symptôme, un pauvre type. Dieudonné, un antisémite, un fasciste, un négationniste, un révisionniste, un ami de Forisson, etc. Enfin, il n'a rien pour lui, il est détestable en tout. Je trouve que la politique française politicienne aujourd'hui, c'est le Burkini et Macron. C'est-à-dire, c'est zéro, quoi, le néant. Macron, moi je suis persuadé, c'est mon analyse, qu'il continue à rouler pour Hollande. C'est vrai que cette démission d'Emmanuel Macron, c'est un coup dur pour François Hollande qui l'a fait. On est un peu sur la trahison à la Brutus, on l'entend beaucoup, mais c'est vrai. Hein. Pour autant, Thomas Hollande ne devrait pas être surpris de ce qui arrive, de ce coup de poignard. En politique, l'émancipation passe toujours par la trahison. En réalité, il a complètement fait oublier Valls, qui était la modernité et l'alternative moderne à Hollande. C'est-à-dire que Macron a été là pour faire oublier Valls, qui a assez bien marché. Malgré la tempête, je maintiens le cap, et ce cap, c'est le grand large. Manuel Valls, tout sourire, fit la métaphore à bord d'un bateau breton. Vous l'avez compris, le Premier ministre ne veut pas qu'on l'oublie. Et aujourd'hui, Macron s'en va du Parti socialiste pour recréer ce qu'on appelle le mystère des voix centristes. Cette conviction de gauche que je portais, que je défendais, cette volonté de réformer, elle était parfois plus distante d'une gauche devenue conservatrice, qui défend des statuts, le repli sur soi, la volonté de ne pas changer, que d'une droite qui croit dans l'Europe, qui croit dans le changement et dans le progressisme. Une espèce de nouveau Bérou. Et je pense que sa fonction serait, parce que je ne crois pas qu'il croit qu'il a un destin politique, ou alors il est très naïf, finalement de ramener les voix centristes à la gauche au deuxième tour. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement, un gouvernement de gauche, mais je veux dire, quelle importance ? Donc peut-être que quand je regarde la gueule de François Hollande, je me dis que finalement, ça n'a pas l'air de gêner tant que ça Hollande, le phénomène Macron. Il a un espèce de sourire en coin. Tous les projets rassemblent. Je n'ai pas vu un projet individuel. Vous avez un projet qui serait fait par un individu pour lui-même. Il y en a qui peuvent avoir cette conception. Mais on ne peut rien faire tout seul et pour soi-même. Je crois que Hollande, qui est tout sauf un con, même si c'est un cynique total, rêve encore d'une prouesse politique à la Chirac ou à la Mitterrand, c'est-à-dire d'être malgré tout réélu comme président de la République. Et pour ça, son rêve, c'est d'être face à Marine Le Pen au deuxième tour. Et je pense que pour ça, il faut d'abord qu'il gagne la primaire. Et son plus dur rival était, jusqu'à il n'y a pas longtemps, Valls. Tout le monde voulait Valls contre Hollande. En faisant monter Macron, en faisant monter Montebourg, etc., aujourd'hui, on voit qu'il arrive deuxième des candidats préférés pour incarner la gauche, derrière Mélenchon, qui n'aura pas ses signatures. Donc je pense que tout ça est de la haute stratégie politicienne hollandesque, hein, que je salue d'ailleurs parce que je le trouve assez brillant à ce niveau-là. Il va peut-être réussir à être le candidat finalement officiel de la gauche, et il va peut-être réussir à être face à Marine Le Pen, et il va peut-être réussir à être réélu, et là ça serait quand même énorme. Hein, voilà. Et donc Macron, c'est rien, quoi, c'est du vent. C'est un bébé Rothschild, un bobo, enfin même pas un bobo, un grand bourgeois avec une tête de bébé, marié avec une vieille, qui à mon avis voudrait dire sans doute qu'il est homosexuel. Donc il a toutes les casquettes pour avoir le droit d'exister, hein. C'est-à-dire une fiotte islamisée. Donc c'est un bon français. Hein. Un échange tendu en début de semaine entre François Hollande et Manuel Valls, en cause certains commentaires du Premier ministre à propos du livre de confidence du président de la République. Un clash entre le président et son Premier ministre. Manuel Valls, il explique au président que ce livre, c'est inacceptable, c'est indéfendable. François Hollande, lui, il n'est pas content du tout parce qu'on cite Manuel Valls en cas d'enchaîné, disant que ce livre, c'est une catastrophe, que c'est même un suicide politique. Manuel Valls doit se préparer. C'est lui qui peut relever le gant. Pour l'instant, il veut pas. Moi, j'ai envie de le pousser en disant il y a non-assistance à gauche en danger, vraiment. Si ce n'est pas François Hollande, ça pourrait être qui ? Il y a beaucoup de personnalités. La principale, vous le savez bien, c'est Manuel Valls. Il veut incarner le dernier recours de la gauche en cas d'abandon de François Hollande. Manuel Valls se prépare lui aussi à la présidentielle. Ohé, Paris, merveille de chez nous. Ohé, les amis, comment allez-vous? Très bien, parfait. Moi, pas mal comme vous. Alors, la vie est belle. Ah bah ça, c'est avec Macron,
la nouvelle gauche, on a, comment elle s'appelle l'autre, là, Hidalgo, la politique de gauche à Paris, la politique socialiste à Paris. C'est d'interdire les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des bagnoles neuves, les interdire de rouler dans Paris. Pendant que les types polluent avec des énormes 4x4 où ils sont un dedans. Hein, voilà, je ne vais pas dire en général la gueule qu'ont les mecs qui conduisent ces gros 4x4 et d'où vient la mode du 4x4. Ça a commencé par le sentier à l'époque. Voilà. Donc oui, voilà, on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une maire de Paris qui empêche les pauvres de rouler dans Paris, sous prétexte de lutte contre la pollution. Hein. C'est toujours l'écologie politique au service du capital et de la lutte à mort contre les pauvres. Et puis, ça participe de cette politique de la ville qui consiste à empêcher les travailleurs de rouler dans Paris. Hein, privatisation des voies sur berge pour les joggers. Hein. Et puis, avec la cerise sur le gâteau, c'est aussi maintenant le camp de comment ils appellent ça, des réfugiés, c'est ça ils appellent ? D'ici un mois, cette ancienne friche de la SNCF deviendra le premier camp d'accueil des migrants de la capitale. Un camp exclusivement réservé aux hommes. À l'ouverture, 400 lits seront disponibles. C'est des camps de musulmans, mais de musulmans sauvages, hein, pas des musulmans français, au pied de Montmartre. Hein, pour être sûr qu'il y a déjà le marché aux voleurs et déjà tout le problème de la rue Capla, pour être sûr que ce soit bien le chaos intégral dans le 18e arrondissement. Quand vous vivez comme ça, que sous vos fenêtres pendant 3 mois, c'est ça, chez nous, il y a des gens en dépression. Ces camps, en fait, ils vont rester toujours plus longtemps qu'on croit. Donc la question, c'est d'arrêter de penser sur le court terme, mais de se dire que on est dans le long terme. Le camp de la Linière sera un jour un quartier de Grande-Synthe. Il faudrait aussi penser à virer Hidalgo, quoi, et ce qu'elle représente. Hein. C'est-à-dire le Parti socialiste actuel, qui est parfaitement bien symbolisé par ce magnifique t-shirt. En vente aussi chez Contre-Culture. Hein. C'est plus la rose au poing, c'est le poing dans le cul, hein, maintenant. Hein. Alors moi, je veux dire un truc. J'ai dit tout le mal que je pensais des positionnements de Marine Le Pen et des erreurs stratégiques que, selon moi, elle avait commis depuis des mois et des mois. J'ai synthétisé tout ça dans l'interview que j'ai donnée à Rivarol dans le numéro d'été. Il faut comprendre que Marine Le Pen n'a jamais réellement combattu pour le pouvoir. Le pouvoir au FN, c'est son père qui le lui a donné. Il a même repoussé le congrès de 2 ans, avec Louis Alliot au fichier, qui faisait le ménage, pour être sûr qu'elle en hérite, tellement personne n'en voulait. Dans le schéma mental de Marine, le pouvoir c'est ce qu'un vieux monsieur, qui vous aime bien vous donne. Et pour s'élever du pouvoir du FN au pouvoir national, elle s'est simplement dit, fidèle à ce schéma hérité, qu'après avoir complu à papa, il fallait complaire à ce super papa, qu'était monsieur Kuckerman. De daddy à super daddy, voire sugar daddy. N'avait-il pas dit qu'elle était irréprochable ? Derrière Marine Le Pen, qui est irréprochable personnellement. Mais si le président du CRIF a effectivement le pouvoir de désigner le président de la France, Roger Kuckerman n'est pas son papa, et comme dans les romans populaires du 19e siècle, après les promesses d'adoption, d'épousailles, elle s'est retrouvée au tapin. Alain Soral, Rivarol, juillet 2016. Je ne vais pas m'acharner non plus sur Marine Le Pen. Hein. Mon rêve n'est pas à tout prix de faire battre Marine Le Pen, parce que même si je pense qu'elle a fait d'énormes erreurs et elle a commis des trahisons que je trouve irréparables, virer son père à la demande du CRIF, etc., je ne souhaite pas la mort du petit cheval. Hein, voilà. J'ai vu qu'elle revient là, visiblement elle s'est refait une santé et un physique. Nous défendons tous les Français. Est-ce que l'islam est compatible avec la République ? J'ai déjà répondu dans mon livre en 2005 à cette question. J'ai dit, c'est aux musulmans de répondre. Moi, je crois que oui. Ça va être très dur pour elle, parce que tout ce qui est monté en ce moment politiquement est là pour l'étouffer. Les primaires à gauche, à droite, Zemmour, etc. Et vous verrez que Zemmour ne roule pas pour Marine Le Pen. Hein. En ce moment, à côté de vous, Marine Le Pen, elle est de gauche. Mais elle a toujours été de gauche. A toujours été de gauche. Mais je le dis depuis 5 ans, je le dis de la campagne présidentielle de 2012. Mais identitairement. Mais identitairement aussi. Je crois qu'elle a 25 ans de retard. C'est un bon droitard, hein, c'est un bon bourgeois de la droite traditionnelle. Hein, Plutôt un rabatteur pour Sarkozy. Oui, voilà. C'est comme valeurs actuelles. Oui, eux, ils conçoivent le Front National comme un auxiliaire pour faire élire la droite libérale sioniste, c'est tout. Je veux qu'on puisse être un juif de France sans avoir peur. L'islam radical déteste les juifs.
Je veux qu'on puisse être un prêtre de l'Église catholique de France sans avoir peur. L'islam politique et radical déteste les prêtres de l'Église catholique. C'est écrit dans le Coran qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens. C'est tout. Zemmour, c'est son rôle objectif. C'est l'équivalent de Mélenchon à gauche. Voilà. Comme il l'avait fait en 2007. Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier que Zemmour est une couille molle politique. En fait, c'est Sciences Po et Figaro, quoi. C'est le nouveau riche musulman de droite. Et anti-bougnoul et anti-pauvre, et qui ne se soucie aucunement de la question sociale. Parce que je rappelle qu'on ne peut pas réduire les musulmans de France à leur religion, de même qu'on ne peut pas réduire les Français de souche à leur catholicité. Il y a des bourgeois, il y a des OS1, des OS2, des professions libérales, etc., etc., etc. Je veux dire, Zemmour, c'est une analyse d'une pauvreté infinie. Il y a simplement des gens qui sont des bons musulmans et des mauvais musulmans. En islam, il n'y a pas de musulmans modérés, ça n'existe pas. Il y a simplement des gens qui appliquent à la lettre et d'autres qui n'appliquent pas à la lettre. Mais ils savent qu'ils ne sont pas des bons musulmans. Sourire aux lèvres, ces salariés grévistes brandissent leur chèque. Pour eux ce matin, c'est jour de paye. Vive la grève! Car après 43 jours de grève, le salaire du mois de février est réduit comme peau de chagrin. Mais la CGT a amassé une cagnotte de solidarité. C'est cet argent qu'elle redistribue aujourd'hui à quelques centaines de salariés. Et je pense et je me dis que dans le monde aujourd'hui, la France est adorée. Car depuis 2000 ans, il y a eu bien des gens pour faire sa renommée.